Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la psychanalyse, en particulier de Janet et Freud, voilà, juste avant l'examen de psychothérapie qui aura lieu demain. Je sais, la vidéo est un peu tardive, mais bon, que voulez-vous, j'ai un peu tendance à réviser au dernier moment. Je sais que c'est pas une bonne stratégie, hein, je sais, mais j'ai quand même opté pour celle-ci. Alors du coup, on va tout de suite commencer avec Janet. Voilà, j'ai aussi préparé des petits schémas pour que vous puissiez plus facilement comprendre cette histoire, parce que c'est vrai que la psychanalyse, c'est pas des plus simples à comprendre. Alors du coup, Janet a été le premier à introduire des notions de psychanalyse, donc des notions qui sont réutilisées plus tard. Alors il a été malheureusement pour lui à l'ombre du grand Freud, enfin du bien connu Freud. Là, je me rends compte que je fais des fautes, mais j'ai pas tout le temps, je vais passer ma vie à corriger. Alors du coup, il a parlé de, déjà il a introduit le terme d'automatisme psychologique, où en fait il a mis il a pensé qu'il y avait des fonctions psychologiques supérieures qui contrôlent des, fonctions psychologiques inférieures de façon automatique. Donc il y a une sorte d'ordre hiérarchique, vous savez, c'est un peu comme, les, aires motrices primaires, secondaires, associatives et cetera et cetera. Alors pour lui, en fait, cet automatisme psychologique au sens où il y a des fonctions supérieures à d'autres qui les contrôlent, ça permet l'agrégation psychologique. Alors l'agrégation psychologique, tout simplement, le traitement de nos perceptions. Autrement dit, on peut faire des synthèses de tout ce qu'on a perçu sous forme, par exemple, d'images ou encore même d'odeurs. Donc il y avait l'exemple de la lavande, je me souviens. Je ne sais pas si vous aussi vous en souvenez. Et cependant, pour avoir cette agrégation psychologique, on a la nécessité d'avoir du langage. Donc est-ce que Janet veut dire par là que si on n'a pas de langage, on n'a pas d'agrégation psychologique? Parce qu'on va voir après que l'absence d'agrégation psychologique, ça a quand même un impact. Et du coup, cette agrégation est tout simplement la base de l'unité de la personne. Donc on en parlera un peu plus tard, c'est en gros le moi. Alors les éléments désagrégés, donc autrement dit auxquels on n'a pas fait ce traitement, donc il n'y a pas eu d'agrégation psychologique, donc désagrégés c'est non traité entre guillemets, deviennent des phénomènes qui sont incontrôlables par le conscient. Ils désignent le subconscient comme lieu d'origine de tout comportement inconscient, comme les phénomènes. Donc autrement dit, une fois certaines informations qui passent à travers l'agrégation psychologique et qui sont donc désagrégées, ils vont aller dans le subconscient sous forme non traitée et vont devenir des phénomènes qui vont, par la suite venir embêter tout simplement, l'individu, tout simplement parce que, ces phénomènes sont coûteux pour l'individu et que ça va finir en fait tout simplement par l'épuiser et cet épuisement va faire qu'il va traiter de moins en moins d'éléments. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, donc fatigue, moins d'agrégation psychologique, plus de phénomènes, fatigue, agrégation psychologique. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux. Alors il a aussi introduit la notion d'idée fixe, qui est tout simplement une reviviscence mentale d'un événement où l'individu n'était pas adapté. Donc il se souvient par exemple, voilà ce coup-là, ce que j'ai fait, j'étais vraiment dans une mauvaise situation, quoi. Et du coup, on a du coup un tout premier petit schéma qui vient venir récapituler tout ce que je viens de vous dire. Donc avec typiquement, voilà, donc là en fait, vous voyez, c'est un peu l'idée d'automatisme psychologique. On a le conscient et le subconscient qui va venir après en fait venir, influencer le conscient en fait. Il y a un peu le «contrôle sur le conscient» entre guillemets. Donc on a le conscient qui va permettre l'agrégation psychologique, l'idée d'unité de soi, enfin unité de la personne. Cette agrégation psychologique, si elle est efficiente, ça va tout simplement faire une synthèse de nos représentations et dans ce cas, il y a aucun souci. Par contre, si celle-ci, n'arrive pas à traiter certaines, perceptions qui peuvent par exemple être traumatiques, c'est là qu'il va y avoir la création de phénomènes. Ces phénomènes vont venir épuiser, heu, épuiser cognitivement l'individu, ce qui va réduire les agrégations psychologiques. Donc là, vous voyez un peu le cercle vertueux et le phénomène, voilà, peut venir, remonter à la conscience entre guillemets sous forme, par exemple, d'idées fixes. On passe maintenant à Freud, le célèbre Freud. Et du coup, j'ai pas fait tout le topo sur sa vie parce que c'est pas ce qui nous intéresse, quoi. Mais globalement, bon, il était un petit peu victime d'antisémitisme en Autriche, du coup, il s'est barré en France
Notamment il a été formé avec Charcot, où il apprend qu'une maladie est un ensemble de symptômes corporels dus au psychisme d'un individu. Donc là, il y avait l'exemple de l'hystérie où en fait c'était, il y avait des symptômes physiques suite, à un problème psychique, quoi. Donc il a aussi appris la méthode cathartique, en fait, c'est tout simplement, pour libérer, en fait, les émotions négatives qui sont refoulées par l'inconscient, qu'on va voir juste après. Donc c'est un anti-refoulement, j'appelle ça, avec une catharsis, donc c'est une sorte, de «crise libératrice» entre guillemets. En fait, après, il a abandonné, l'utilisation de cette méthode tout simplement parce qu'il a vu que, bah, c'était pas efficace sur le moyen et le long terme. Alors en fait, lui, du coup, ce qu'il a préféré opter pour méthode, c'est de libérer les pensées refoulées par la parole. Donc le psychanalyste écoute son patient. Donc en fait, c'est un peu révolutionnaire pour l'époque, au sens où avant c'était le médecin qui disait au patient quoi faire. Là, c'est le patient qui sait, c'est le patient qui connaît ses pensées, et c'est le psychanalyste qui va écouter. Donc on appelle ça la talking cure. Et aussi, petite, parenthèse, je sais pas trop pourquoi, le psychanalyste ne touche jamais le patient, peut-être parce qu'il a peur de d'avoir les pensées, refoulées de l'individu, je sais pas. Et aussi le but pour l'analyste, en plus de d'écouter et d'avoir une certaine interprétation, c'est tout simplement d'être la cible d'un transfert. Donc en fait, il y a une relation ancienne qui serait déplacée vers le psychanalyste. Donc là, pour prendre l'exemple, de quelqu'un, par exemple, qui a été agressé sexuellement quand il était petit, et ben, le transfert de cette relation va vers le peut-être vers va vers le psychanalyste, où elle dégage toutes les pensées sur cette personne au psychanalyste, quoi. Ça, c'est l'idée de transfert. Après, il avait aussi parlé de la théorie de la séduction, donc ça, c'était pour expliquer l'hystérie. Donc c'est typiquement les enfants qui auraient été, agressés sexuellement dans enfin, qui auraient été agressés sexuellement, et avec la puberté, il y aurait une sorte d'éveil sexuel faisant remonter, toutes ces, enfin, ce souvenir finalement. Après en fait, il y renonce en se concentrant sur la réalité psychique parce que tout simplement, ce qui va se passer avec cette théorie de la séduction, c'est qu'il va se rendre compte que certains patients ont des rêves qu'il qualifie de liés à cette, à l'hystérie, alors qu'en fait ils ne sont pas enfin, alors qu'en fait ils n'ont jamais eu de traumatisme réel quoi, vous voyez? Et du coup, il va pas se baser sur la réalité, mais sur la réalité psychique, en y incluant des fantasmes. Voilà. Donc oui, donc c'est la réalité psychique qui compte et pas la véritable réalité. Donc la théorie de la séduction, c'était vraiment, si tu vis si tu, as ces rêves, ces cauchemars, ça s'explique par la réalité qui était que tu t'es fait si tu as ces comportements hystériques, ça s'explique par ce passé où tu as été agressé sexuellement quand tu étais enfant. Alors aussi, il y a une autre notion, c'est les associations libres en fait, qui induit la règle fondamentale, pardon, où en fait le patient doit dire tout ce qu'il pense au psychanalyste. Tout sans se retenir, que ce soit agréable ou désagréable pour lui ou pour le psychanalyste, il doit dire tout ce qui lui passe par la tête. Alors le problème c'est que c'est impossible, simplement parce il peut y avoir des normes, de la déservité sociale, tu vas dire: «Oh je vais quand même pas lui balancer, mon rêve où, j'étais tout nu dans la ville». Vous voyez? Il y a certaines choses qu'on préfère mieux garder pour soi. Et du coup, la planche crée ainsi la notion de résistance où en fait, ça serait une technique, du moi, comme on va voir juste après, pour ne pas, aller dans le subconscient, l'inconscient. Donc c'est une sorte de résistance, c'est une technique protectrice pour, hop, non, tu vas pas venir, analyser toutes ces, pensées refoulées. Bien évidemment, l'outil thérapeutique principal là-dedans, c'est l'interprétation, donc finalement, avec les associations libres, voilà, les pensées, qu'il peut avoir malgré la résistance, le psychanalyste va pouvoir interpréter, ses pensées pour en découler un sens caché. Donc là, le but, c'est bien évidemment de donner du sens. Vous voyez, ça a une utilité pour le sujet, heu, pour son bien, autrement dit, qu'il y ait du sens, une interprétation, un sens à ce qu'il vit, tout simplement. Et selon Freud, du coup, l'interprétation mène à l'inconscient. Donc en fait, ça serait une stratégie de on contourne en fait la résistance en passant par
l'interprétation. Alors juste avant de vous montrer Deuxième Paint, la méthode, enfin c'est tout simplement, si on peut résumer, conclure sur la psychanalyse, c'est une méthode thérapeutique avec un ensemble de savoirs. Donc oui, il faut savoir les interprétations. Il me semble qu'il a même fait des livres, Freud. Et dans cette, méthode thérapeutique, il y a pas de différenciation entre un sujet sain et un sujet pathologique. Voilà. Et du coup, c'est ce petit-là. Alors j'espère que la vidéo va pas être trop, j'ai fait un peu au dernier moment, j'espère que ça va pas être, trop bâclé, que ça sera plutôt, compréhensible pour vous. Donc on a l'inconscient, le préconscient et le conscient ici, avec, notamment des pulsions qui sont refoulées, des pulsions notamment de vie et de mort. Donc, après le sujet va donner un maximum de pensées au psychanalyste, mais une partie, bien évidemment, ne sont pas dites, donc ça c'est la résistance de la planche. Le psychanalyste va interpréter les pensées, dites par, le patient et va ensuite, aller essayer d'atteindre l'inconscient du patient, tout simplement dans la recherche de quête de sens. La quête de sens, tout simplement, où il va expliquer, donc là, c'est pour ça, il va expliquer à la personne, donc elle va être consciente de ses explications et en même temps, il cherche aussi à aller dans l'inconscient de la personne, toujours dans le but, de donner du sens, à ce qui arrive au patient. Hop, je le garde juste pour la suite. Là, on a une petite dernière partie où en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 principales théories en psychanalyse, une avant et une après 1920. Alors elles sont juste, elles sont en fait complémentaires, elles sont pas contraires. Alors du coup, le premier a un topic, alors les topics, c'est les différents lieux, heu, les lieux au niveau, psychologique, où il y a de «l'action» entre guillemets. Donc il y a l'inconscient, le préconscient et le conscient. Donc l'inconscient, c'est là où il y a les pulsions, les rêves, les lapsus et cetera. Et le préconscient, c'est là où il y a nos représentations. Donc vous voyez, c'est, comme, disait Janet, c'est, là où il y a les synthèses, vous voyez? Alors ensuite, en fait, voilà, tout simplement, l'inconscient, en fait, sera une structure permettant la gestion de divers conflits, notamment en refoulant, diverses pulsions, en les, «auto-censurant» entre guillemets. Donc oui, il y a aussi une vision quantitative de l'énergie psychologique, au sens où, c'est comme pour Janet, on peut s'épuiser psychologiquement, avec trop de phénomènes, mais là, c'est avec trop de pulsions qu'on n'arrive pas à contrôler. On peut un peu, peut-être «craquer» entre guillemets. Il y a aussi, enfin là, c'est ce que je viens de dire, oui, refoulé dans l'inconscient, voilà, les conflits de la vie pulsionnelle, donc pulsion de vie, pulsion de mort, qui sont, censurés tout simplement parce que, le plaisir est différent de la réalité. Alors du coup, la seconde théorie, donc après 1920, on va venir ajouter le moi, le ça et le surmoi. Alors le moi, en fait, c'est tout simplement la synthèse de notre existence, donc interne et externe. C'est ce que l'on est, en fait, et c'est ce qui nous permet de nous, adapter. Le moi va être aussi capable de freiner les pulsions du ça. Alors, quant au surmoi, il s'agit de règles intériorisées qui viennent nous empêcher de faire certaines actions. Donc ce surmoi permettrait une auto-observation, donc en fait prendre du recul sur nos actions, et permettrait aussi la, sensation de culpabilité. Alors aussi, le moi est dans les 3 topiques, donc en gros, conscient, préconscient, inconscient, le surmoi aussi, et le ça est uniquement dans l'inconscient. Donc c'est là où il y a, enfin le ça se résume aux, pulsions de vie, pulsions de mort. Donc ici, le ça uniquement dans l'inconscient, moi et surmoi, inconscient, préconscient, conscient. Je rappelle, préconscient, c'est juste là où il y a nos synthèses, nos représentations mentales. Et du coup, en fait, là-dessus, c'est qu'on a le moi, en fait, qui est tiraillé, en fait. On a, une part interne avec le surmoi et le ça qui, le pousse à faire certaines choses, plutôt au contraire, le ça et le surmoi. Et derrière, on a aussi, une part externe, donc avec l'environnement qui nous pousse à faire certains comportements pour être adaptés. Et donc là, en fait, on a du coup le petit dernier schéma qui va venir un peu illustrer, ce que j'essaye de vous dire. C'est que tout simplement, c'est ce tiraillement, en fait, où on a le moi qui est
sous, la contrainte, de l'environnement, donc conditions externes et aussi sous contrainte, d'éléments internes, donc notamment le surmoi et le ça, qui disent d'ailleurs plutôt des informations contraires souvent. C'est rare que le surmoi permette de tuer quelqu'un, sauf si on n'a pas de surmoi justement, mais là, on s'approche du barbarisme à ce moment-là. Et du coup, le but du moi, c'est bien évidemment d'être adapté et pour être adapté, il faut réussir il faut que le moi réussisse à être équilibré entre tout ce qui est interne et externe. Donc en fait, le but ici, finalement de la psychanalyse, ça va être de renforcer le moi. Donc en fait, c'est de pas être trop, sous influence trop de l'externe, sous influence de l'interne. Faut pas être non plus complètement tiraillé et être hors de contrôle de tous ces éléments. Le moi, si on le solidifie, il va permettre d'être, plus équilibré, de mieux prendre en compte l'interne et l'externe, de mieux, par exemple, refouler, certains éléments du ça, à ne pas trop laisser, le surmoi l'emporter. Sinon là, on devient complètement, on devient bloqué quoi, on fait plus rien à ce moment-là. Pour tout simplement, voilà, avoir un équilibre et finir adapté. Adapté à, bah, la situation typiquement. Et aussi oui, j'ai pas dit, mais les mécanismes de défense donc, notamment la résistance appartient en moi. Donc voilà, donc c'est le moi qui fait cette résistance, pour pas aller, pour pas que le psychanalyste découvre, l'inconscient du patient. Alors juste pour conclure, aujourd'hui on a différentes écoles qui se complètent et parfois divergent, donc je sais plus les noms, mais vous les retrouverez certainement. Bon et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la psychanalyse. J'espère qu'elle vous sera utile. Au pire, j'ai les petits schémas, n'hésitez pas à revenir dessus. Bon, je sais que la vidéo est faite un peu tard, mais bon, c'est comme ça. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, heu, bah, et puis surtout, bon courage pour demain, voilà. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, d'ailleurs, juste avant de quitter la vidéo, je voulais juste dire un truc, juste 10 secondes. J'avais fait un tout petit sondage dans ma chaîne, ou dans l'onglet communauté, où, enfin, il est toujours, utilisable, hein. C'est juste pour le second semestre, j'hésite encore à, comment je vais, quel type de vidéo je vais faire pour le second semestre, comment je vais «moduler ma chaîne» entre guillemets. Et du coup, j'ai fait un petit sondage pour demander votre avis et donc si, vous ne l'avez pas toujours donné, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté, vous trouverez, le sondage, très facilement. C'est un sondage où je demande tout simplement, le type de vidéo que vous préférez. Et voilà, c'est tout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.